Quel usage concret de l'IA dans notre métier? Quid des compétences tech pour les designers à l'heure de l'IA? Et plus encore. Bienvenue dans un échange franc et plein de rebondissements avec Romain Dao. Parlons Design saison 7 est sponsorisé par The KKTOS Theory, le studio qui vous accompagne dans la concrétisation de vos idées d'applications SaaS. Salut, c'est Romain Bachna, bienvenue dans Parlons Design pour clôturer la saison 7 avec Romain Dao. Salut Romain. Salut Romain, comment ça va ? Super bien, c'est un plaisir, ça commence à être une petite tradition, plusieurs saisons qu'on clôture ensemble. Et puis on va pouvoir parler encore une fois des sujets d'actu qui ont pas mal fait bouger l'année, notamment récemment t'as fait un petit buzz quand même, on va se le dire, avec une interaction autour d'un perroquet généré par l'IA. Est-ce que tu peux nous raconter déjà un petit peu l'aventure de ce petit projet-là, et comme ça on va pouvoir étendre sur le sujet de l'IA et de l'impact autour du design? Ouais, carrément. C'était donc oui, une petite expérimentation pas très intégrable en l'état, effectivement, mais c'était rigolo. J'ai eu l'idée, j'avais généré le perroquet, etc., pour faire des petits tests. Et c'est en fait un jour, en voyant Maxime, qui travaillait avec moi, intégrer ce perroquet, mais juste en JPEG, et en fait, en faisant une symétrie horizontale, j'ai vu le perroquet qui regardait le formulaire. Et je me suis dit: «Ah, mais ouais, en fait, je devrais trop faire une animation», parce que c'est un des principes des premières histoires du X que j'ai entendues, c'est un formulaire d'adoption où tu as un chien qui te regarde et un chien qui met la patte vers le formulaire, et tu as plus d'affordance si le chien met la patte vers le formulaire et tout. Donc ça m'a fait paf. J'ai reconnecté les trucs dans ma tête sur une histoire qui avait 10-15 ans, c'est ça qui est marrant, mais c'est ça la créativité aussi. Et donc du coup, ouais, je cherche un petit moyen pour l'animer. J'ai bien galéré, mais c'était un bon exemple de comment est-ce que tu peux combiner ces outils, faire des choses un peu rigolotes et originales, et la seule limite, c'est ton imagination, en fait. C'est ça que je trouve génial. Ça me permet je suis un piètre dessinateur, je pourrais faire des storyboards, je peux faire des choses. Enfin, ça permet, quand tu sais ce que tu veux faire, et ça, tu sais à quel point c'est primordial, d'aller faire des choses qui sont assez chouettes, ouais, et dont tu serais peut-être pas capable tout seul. Ouais, carrément, c'est ça que je trouve hyper intéressant, du coup, avec cet exemple, ce test que tu avais fait, c'est qu'en fait, c'est quelque chose où là, tu as eu l'idée. Si on avait été 2 ans plus tôt, tu t'aurais dit, ah, c'est une bonne idée. Le réaliser, ça va prendre 1 semaine, c'est mort, c'est cool comme idée, mais ça va rester pas rouvert After Effects. Je suis pas maison. Clairement. Et là, je sais pas, ça t'a pris combien de temps à peu près à faire 1 heure. Ouais. Un peu plus, allez, si je mens, parce que j'ai passé beaucoup de temps comme problème sur l'extraction du fond. Au début, je me suis galéré avec Premiere et tout, et après je me suis dit: «Putain, mais t'es con, en fait, il y a sur Adobe Photoshop Express ou des trucs comme ça, t'as plein d'outils». Et effectivement, sur Adobe Express, il y avait un truc pour remove le background. Après, importer des vidéos en fond transparent sur Figma, je me suis rendu compte que c'était pas possible, donc j'ai dû cheater, mais c'est marrant, c'est ça que j'adore. De toute façon, on est à peu près pareil, donc c'est se prendre un mur, bloquer, réfléchir, comment est-ce que je peux faire, et puis trouver la solution et être malin. C'est ça le design, en fait, de toute façon. Complètement, mais c'est là où c'est marrant, il y a 1 an et demi, 2 ans, quand justement les modèles d'IA, notamment par ChatGPT, et les modèles génération DALL-E à l'époque, ont apparu, ça fait vachement nourri, il y avait un peu une peur ambiante de ça va mettre fin au design. Et en fait, alors en tout cas pour l'instant 2 ans après ça, tu te rends compte que ça va juste te débloquer des choses où c'était super relou de les faire, où ça avait une valeur ajoutée quand même relativement faible par rapport à la finalité. Et là, ça te permet, en bricolant un peu, en ayant cet esprit créatif, presque ingénieur, on en a parlé souvent dans les épisodes passés, mais c'est l'intérêt d'être un designer proche de la tech, de pouvoir trouver la bonne combinaison d'outils qui va te permettre d'avoir un résultat suffisamment quali pour que ce soit montrable, pour que ça rende l'idée hyper concrète et tu peux la tester concrètement. Là, je me rends pas compte à quel niveau de fidélité t'es arrivé, mais potentiellement, si ça c'était à mettre en prod complètement, c'est déjà mis en prod ou pas? Non, mais ça pourrait, en soi, j'y ai réfléchi après parce qu'on m'a posé la question, et oui, en réduisant bien le poids de la vidéo, typiquement sortir du Lottie, ça serait pas possible, donc tu serais sur des animations web, enfin de la vidéo du WebM, Ouais. des formats comme ça. C'est jouable, tu peux déclencher sur des éléments Canva, de la vidéo, des choses comme ça, donc ouais, en demandant à des potes, je sais que c'est faisable. Mais c'est un exemple de choses qu'il est possible de faire quand tu arrives à connecter les trucs, en fait. C'est ça notre métier de designer, en fait, c'est tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, et parfois ça n'a rien à voir avec le design, en fait, et ça
ça fait écho en toi et puis ça te libère des idées, c'est ça la créativité, quoi. Mais complètement. Et j'ai trouvé finalement sur cette année 2024 où forcément l'IA était un peu sur toutes les lèvres, ce qui s'est avéré être le plus gros enjeu pour les designers, soit sur le côté créativité, c'est justement avoir testé ces outils, savoir quel outil est capable de faire quoi, comment je vais pouvoir trouver les bonnes méthodes, les bonnes astuces pour avoir un rendu quali rapidement. Ou de l'autre côté, sur on veut intégrer de l'IA dans notre produit. Et du coup, en fait, quelles sont réellement les possibilités? Quelles sont les limites? Comment je vais pouvoir jouer avec cet outil-là pour proposer une interface simple à l'utilisateur? Parce qu'on a vu que typiquement le chat n'était pas la seule solution pour bien intégrer l'IA. Et en même temps, comment je vais gérer ces problématiques de, on a un résultat qui est malgré tout aléatoire. Tu peux pas être sûr de la réponse qui va être donnée à chaque fois. Et du coup, comment on vient englober cette incertitude dans une interface? Et donc, ouais, j'ai vraiment l'impression que comprendre la technique derrière devient d'autant plus un atout pour soit pouvoir crafter des interfaces grâce à l'IA plus rapidement, soit pouvoir crafter des interfaces qui intègrent l'IA de manière intelligente et pas juste on a une techno cool, on l'a posée là parce que tout le monde fait des chats. En fait, c'est ça. Après, il y a comprendre la technique et comprendre la technique. Ni toi ni moi ne sommes capables de devenir ingénieur chez OpenAI. Clairement Je pas. sais ce que c'est le LLM, le prédictif, tout ce que tu veux. J'ai pas la prétention de dire que je suis expert là-dedans. Je comprends grossièrement, on va dire, comment ça marche, mais avec toutes les limites intellectuelles, parce que il y a des trucs que je comprends pas et c'est du très très haut concept mathématique, algorithmique, enfin comme la crypto, comme des choses comme ça où, mec, c'est quand même des génies, quoi. Enfin, il y a vraiment des choses où Il y ça a va très très loin. des années de recherche derrière. Ça va très loin. On n'a pas parlé d'éthique et je voulais juste revenir un petit peu là-dessus quand on parlait du perroquet, parce que c'est vrai que en soi, j'ai mis un perroquet style Pixar, tu vois, donc j'ai aussi un peu pompé le style parce que je voulais que ça soit mignon, etc. Donc il y a toutes ces dérives-là. Mais pour revenir sur ce que tu disais, oui, adopter les outils, c'est primordial de le commencer dès aujourd'hui, même sur des petits use cases parfois très simples. Ouais. Mais de commencer à embrasser ces usages parce que je pense que c'est fait pour être là maintenant, avec tous les mauvais côtés que ça comportera, les gens que ça laissera sur le carreau et compagnie. Et malheureusement, c'est les risques sociétaux que ça engrange. J'ai lu le CEO de OpenAI qui disait qu'ils avaient perdu 5 milliards cette année, mais que c'était pas grave parce qu'ils préparaient le futur. Mais en 2030, ils crameront l'équivalent de la consommation annuelle de l'Inde en électricité. Donc c'est quand même... Voilà. Ça pose d'autres questions parce que pour que certains vivent très bien, d'autres vont vivre très très mal. Donc, si c'était vraiment que, on va dire, à vocation bienveillante pour aider les gens, etc. Mais bon, on va dire qu'il y a des usages qui sont pas forcément toujours très éthiques. Mais comme toute technologie, elle comportera forcément ses parts d'ombre et de lumière, donc c'est normal. Mais c'est sûr qu'en tant que créa, si tu commences pas à mettre les mains dans ce genre d'outils dès aujourd'hui, à t'y intéresser et à essayer de voir un petit peu les évolutions que ça va emmener, et tous les jours, tu as des nouveaux outils, Kling, etc. pour la vidéo, et tu te dis, mais où est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Produire 1 minute de pub au cinéma, ça pouvait coûter 300 000 euros. Aujourd'hui, tu peux diviser ça par 10, limite. T'as vraiment un gain de productivité d'un côté, mais en même temps, en effet, toute cette énergie, parce que typiquement, je crois, entre une requête à OpenAI sur un chat GPT et une requête Google, je crois que le multiple en termes de consommation énergétique, c'est 10 ou 20. C'est assez énorme, ouais. Monstrueux. Et cet accès simplifié à des trucs qui étaient difficiles avant, fait qu'aussi tu vas faire beaucoup plus de tests parce que ce test-là te coûte rien. Avant, justement, sur ta pub de cinéma, tu vas dessiner ton storyboard, tu vas la réaliser, elle est là, globalement, tu vas ajuster, mais elle est là. Ou t'as le droit à une explosion, parce que l'artificier t'a dit, en gros, là, la voiture, les gars, si vous foirez la prise, c'est mort, quoi. On n'a pas le budget. Il y a plein de trucs comme ça, plein d'histoires dans le cinéma, c'est passionnant. Alors que là, en soi, t'as des technos, alors déjà que je trouve assez fascinantes, comme le dôme LED, tout ce qui est Mandalorian et tout, ça a été filmé, tu sais, sur ces fameux dômes LED. Des grands panneaux de LED qui entourent les acteurs et qui proposent directement l'environnement. T'es pas sur un fond vert. Et avec la montée de l'IA dans des moteurs comme Unreal et compagnie qui sont projetés et qui permettent de modéliser,
en fait, on va arriver à des choses aussi assez incroyables. Peut-être que dans 10 ans, tu pourras modifier quasiment en direct, une prise, un décor, le réel dire: «Non, la montagne, là, je voudrais plus de nuages, nanana» et bam! Ce Et qui est le pas mec, mal le cas avec ces panneaux LED justement. Il ouais, me ouais, semble, ils sont c'est ça. arrivés à ce niveau de je customise en direct et ouais, il y a une préparation en amont, mais en fait, sur le moment, sur l'instant T, tu peux ajuster, à souhait. Ça enlève un côté magique du cinéma. C'est parfois, voilà, ce qui fait le ciné, c'est que, tu as un quart d'heure pour tourner avant que la pluie arrive et tu pas le temps et voilà et ça parfois donne des trucs. Bon, après c'est des arts, on va dire, qui ont énormément évolué ces dernières années. Mais oui, c'est une des applications possibles où que je trouve assez rigolote parce que tu peux être créatif, parce que ça te permet aussi quand même, pour être plus positif, de rebondir. Si tu as une bonne idée tout d'un coup, pareil, parce que tu vois un truc, bah tiens, est-ce qu'on peut rajouter ça tout de suite et par exemple te demander comment tu vas galérer à le faire en post-prod. Enfin, voilà, c'est des choses parfois ça peut être pour tester Ouais, même, ça mais peut être c'est pas ça, mal, c'est ouais. que le coût d'essai est extrêmement Mmh. réduit. Pour revenir, très rapidement sur l'exemple de départ, le coût d'essayer une animation d'un perroquet qui bouge la tête quand je déplace ma souris sur l'écran, bah, en fait, Ouais, avant, 29 c'est balles ça m'a coûté. beaucoup trop cher. Un mois de forfait Luma, à la limite et encore, du deuxième coup, je suis tombé dessus, quoi. Ça. Mmh. Et c'est rien du tout. Non. Et donc tu peux te permettre de tester ça aujourd'hui, de tester un autre truc demain. Donc il y a une explosion de créativité là-dessus. En effet, par contre, bah, derrière, bah, tu as une réduction malgré tout des emplois, parce que même si dans un cadre ultime, tu veux te dire je veux le faire très bien et le refaire faire par un artiste derrière pour qu'il y ait aucun artefact, bah, en fait, tu as quand même enlevé une énorme partie du process créatif, du temps de recherche justement là-dessus et un coût, bah, environnemental, sur la consommation énergétique Mmh. de toute cette génération-là. Parce que, bah, peut-être qu'en effet, pour générer une fois ça, en fait, tu as utilisé plusieurs services, tu as fait plusieurs essais. Si tu as vraiment, bah, typiquement pour une entreprise et c'est ce qui est problématique, ce qu'Adobe avait promis, sortir, on le voit pas encore assez, mais de pouvoir s'accorder avec des brand guidelines, de matcher Attendons parfaitement un la Lobby système. Max dans 2 semaines Ah, là, on va parce que l'attendre, je ouais. pense qu'il va y avoir du assez lourd. Mais on Heu, voit que ça pose des vraies complexités techniques, en fait, de réussir à avoir un résultat parfait, on-brand, avec des guidelines très spécifiques. résultat parfait, c'est très subjectif. Déjà, en fait, en Ouais, design, bien sûr. heu, on peut avoir plusieurs résultats parfaits potentiellement ou qu'ils sont pour plusieurs personnes avec les mêmes guidelines, en fait et c'est ça aussi après tout l'argument du design, tout ce qui fait la force du designer donc on sait tous les 2 que, l'IA et on le répète assez, chacun de notre côté, fera jamais pour toi. Que si, tu sais pas ce que tu lui demandes, ça m'était arrivé sur mon application Perroquet justement où, je voulais tout faire en local, ça marchait pas et à un moment il me dit: «Il faut monter un serveur Node». Si juste j'avais pensé ou je m'étais, j'avais lu la doc en entier, j'aurais vu que, bah, oui, tu peux pas faire le code en local et que j'avais, une internal et compagnie. Donc là, c'est ChatGPT qui a fini par m'apporter la connaissance que j'aurais dû avoir, parce que j'ai fini par lâcher le truc et le faire, en Xano, WeWeb. Mais voilà, s'il y a des trous dans tes connaissances, ça marchera pas. Sur le perroquet, je maîtrisais tout de A à Z. Mmh. Typiquement, quand je vais taper des trucs comme ça un peu plus complexes, GitHub Copilot, c'est un peu mon meilleur pote aussi, quoi. Bah, ça va faire une très bonne transition, justement vers ces sujets. On en a parlé une quantité de fois, folle dans nos podcasts communs, mais l'intérêt pour un designer de savoir un petit peu développer, d'avoir cette compréhension technique, de mettre les mains dans le code à un moment. Typiquement récemment, il y a Cursor, un Ouais, éditeur j'en ai basé beaucoup sur entendu Visual parler, Studio ouais. Code qui intègre l'IA à fond et qui rend les choses, je l'ai testé là pendant Ah, 2 tu as testé, semaines. ouais, alors? Ouais, bah, à force de le voir, je me suis un peu senti obligé, et globalement, c'est vraiment rien de révolutionnaire, mais c'est juste un bon design de l'implémentation de l'IA au D'accord. sein d'un éditeur de texte. Globalement, c'est aussi bête que ça utilise les mêmes modèles qu'on connaît déjà, ChatGPT, Claude, qu'on peut intervertir et cetera. On a un chat classique, on a un chat qui vient s'intégrer à toute la base de développement sur laquelle tu es en train de travailler et qui va permettre, avec une compréhension un petit peu large, de t'identifier des failles de sécurité, Il de comprend l'environnement t'identifier aussi? tes Ouais. API endpoints, ouais, de manière globale. Donc ça, c'est intéressant. Mais surtout, ce qui vient vraiment faire la différence, c'est que dès que tu es sur une ligne de contenu, tu vas pouvoir faire soit commande L ou commande K. Il y en a 2 qui sont possibles. Une où tu vas pouvoir poser des questions sur ton code. OK. Dire, OK, explique-moi ce code, ou tu peux lui demander n'importe quoi. Et une où tu vas pouvoir lui demander d'éditer ce code. Donc typiquement, l'autre jour, je suis en train de travailler sur une map. J'avais défini le niveau de zoom, Mmh. zoom minimum, zoom maximum, et je voulais
bloquer la zone d'affichage. Genre, je voulais montrer que la France et pas que tu puisses te balader dans toute la map. Et donc typiquement, c'est le genre de truc, tu peux aller naviguer dans la documentation, regarder quelles coordonnées, comment s'appelle le paramètre, etc. Ouais, c'est ça. Là, en fait, tu sélectionnes ton code existant, tu lui dis rajoute-moi une bounding box et lui, Mais tu savais il que va ça avoir s'appelait une bounding box aussi. Mais voilà. Enfin, tu vois, il y a toujours ce truc-là tout ça. où c'est un vocabulaire comme assez spécifique, où si t'as jamais mis les mains dans le code, tu connais pas. Et comment un designer va formaliser ça à la voix à un développeur, tu vois? D'où l'intérêt toujours de la compréhension du code et d'avoir ces bases-là finalement, qui est en plus souvent un problème, même un petit peu loin du code, mais dès qu'on va parler typiquement bottom sheet, dialogue, confirmation message entre un designer et un développeur, souvent on va avoir des mécompréhensions liées à ce truc de on n'a pas le même vocabulaire exactement. Et donc finalement, ce problème a toujours été présent. Le design system a été un peu un élément de rapprochement parce que si tu utilises plus le même vocabulaire, vraiment tu comprends rien et t'arrives mal à implémenter Et ton encore, design en system. France, on est à la bourre. Parce que on n'a pas le niveau suffisant en UI pour arriver à un haut niveau avec les développeurs. Et je le constate dans tellement de boîtes que je forme ou que j'accompagne. Et encore une fois, j'avais écrit il y a pas longtemps là-dessus en disant que c'est pas forcément la faute des designers parce qu'ils sont pas formés dessus malheureusement en école. On leur en parle peu. La delivery, ça reste quand même un gros mot. Mais tu m'enlèveras pas de la tête que le futur du marché, en fait, il est à la delivery, l'itération rapide, et plus à l'UX. Parce que à l'UX, tel qu'on en parle aujourd'hui, même si quand je parle du UX, je parle beaucoup du UX applicative, bien sûr. Et donc, je m'extrais de tout le champ UX plus service design et compagnie que je maîtrise moins et sur lequel je sais qu'il y a des gens très très bons. Mais lorsqu'on parle d'applicatif et de SaaS, d'accord, purement donc tout ce qui est site web et compagnie, il n'y a pas d'UX sur un site web en soi, c'est pas Très minimal, voilà. C'est des best Et practices. ça me traumatise un peu d'ailleurs en ce moment de voir tout le monde partir dans de la landing page, des trucs entre guillemets simples, dans le sens où en fait toi tu parles de code, moi je peux parler de logique applicative et c'est là où bosser avec des devs, ça te rend bon. Un bon dev, je dis souvent, pardon, mais c'est un emmerdeur. C'est le mec qui va dire « Oui, mais là, si dans l'URL, il change l'ID, qu'est-ce qui se passe ? Non, non, non. S'il fait ci, s'il fait ça. » Et en fait, ça t'apprend à penser un vrai flow utilisateur complet. Pas des post-it de journée map que tu vas aller coller en disant « Ouais, c'est bien, il est bien mon parcours. » Puis t'as oublié, en fait, tout ce qui potentiellement pouvait se passer. Et c'est là, en fait, où est la complexité. Et malheureusement, je pense que beaucoup de gens se cachent cette complexité. Alors, ou c'est de l'incompétence et c'est grave, ou ils veulent pas la voir, ou ils font exprès de mettre le truc sous le tapis parce qu'ils sont pas tech, parce qu'ils comprennent pas, etc. Mais on va quand même dans un monde où il va falloir aller vite, plutôt bien, et on a des outils qui permettent de le faire, mais surtout il va falloir comprendre tous ces principes. Enfin, vendre de la landing page dans 5 ans, je pense qu'il n'y a plus aucune plus-value. Plus aucune. Quand tu vois ce qu'est capable de faire Ilium déjà avec Webflow, ce genre de choses, tu te dis, enfin, que vont faire tous ces gens? Tu peux me faire croire qu'il y a énormément du UX et tout. C'est pas vrai. Enfin, le développement applicatif, je trouve ça infiniment plus complexe et intéressant. Pardon, parce que moi, quand je fais des cours de product design, je fais écrire aux élèves la base de données. Ok, souvent je fais un petit jeu, je raconte une histoire. Il y a une base de données user, il y a une base de données avec les games. La game, elle a une start date, une end date, etc. Et il y a plein de paramètres que tu vois pas. Created at, modified at, etc. Et ça, c'est je le sais parce que tu fais du dev, mais c'est des interactions de DB sur lesquelles tu peux t'appuyer. Tu peux aller déclencher des interactions. S'il a pas répondu à un mail depuis 24 heures, bam, tu fais ci, tu fais ça. Enfin, et c'est moi toujours comme ça que j'ai vu le truc. Ouais. Et c'est très une vision, j'ai l'impression, builder dans le sens, si tu n'as jamais essayé de créer ton produit de A à Z, tu as du mal à te rendre compte de l'étendue des éléments qui cohabitent. Tout à fait, tout à fait. Et j'encourage tout le monde, en fait, dès que je fais du mentorat, je leur dis, fais une app. Et j'ai eu quelqu'un l'autre jour en mentorat qui m'a dit, ouais, moi je voudrais faire une app de parking près de chez moi pour que les gens puissent louer des parkings, ça existe déjà. Je dis, on s'en fout. On s'en fout que ça existe déjà. C'est quoi un parking? Est-ce qu'il est souterrain? Est-ce qu'il est nanana? Est-ce qu'il y a une porte? Est-ce qu'il y a un code d'accès? Est-ce que, tu vois, c'est quoi la hauteur maximale? Toutes les questions, en fait. Et pose-toi les 100 000 questions qui devraient surgir. Et sois malin et va creuser. Et même si c'est pas la bonne pièce, c'est pas grave. Tu fermes une porte, bah, tu sais que c'était pas la bonne solution. Ouais. Et
et voilà, et c'est effectivement, comme tu dis très justement, et toi, tu en as fait des apps, donc tu sais de quoi on parle. C'est infiniment complexe. Même l'idée la plus simple est en fait souvent complexe. Donc, j'ai beaucoup de mal avec cette tendance aujourd'hui qu'ont les gens à tout simplifier, surtout quand c'est pas eux qui font, en fait. Ouais. Ouais, mais et je trouve ton point hyper intéressant sur le fait de créer un truc, ça veut pas dire, créer la prochaine, licorne. C'est créer un truc qui t'est utile à toi, donc en plus tu vas avoir cette envie d'aller creuser parce que tu as envie de l'utiliser et de prendre tous ces edge cases, toutes ces petites difficultés, toutes ces choses que tu peux très facilement ignorer parce que tu as designé un flow de base. Bah, en fait, tu vas pas te poser la question de qu'est-ce qui se passe s'il perd la connexion entre les 2? Mais telle information précise qu'on va utiliser 53 étapes plus tard, où est-ce que je la récolte? Et toutes ces questions qui font le produit, en fait. Est-ce que je la mets en local storage? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Ouais, ce serait bien que l'utilisateur fasse un draft. Ouais, mais c'est pas prévu le draft. Enfin, va falloir créer un objet temporel, le sauvegarder, nanana, mettre en cookie storage. Enfin, tu vois, et dès le moment où tu commences à être un peu tech, en fait, tu deviens intéressant, surtout aujourd'hui, parce que tu fais gagner énormément de temps aux gens. Et, euh, et bon, les gens savent de toute façon que je suis pas forcément dans cette mouvance UX/UI parce que ça m'a toujours laissé un petit peu quoi, dans le sens où toi tu dis product builder, mais c'est une expression qui est assez récente. Moi, j'ai toujours adoré faire des trucs. Mmh. J'ai foiré l'hashtag j'en ai parlé 100 fois, mais j'avais 22 ans. Je passe ma vie à rater des trucs, mais c'est génial. Perroquet, moi, ça fait un mois que je galère parce que j'arrive pas à compresser les images sur le front. On vient d'en parler en off. Ouais. Sans que ça coûte trop de thunes. J'ai du mal à trouver le bon pricing. Pour estimer le nombre de tokens que l'utilisateur va payer, ce qui est un peu un prérequis, c'est une tannée à penser. Il faut que OpenAI crée des tuiles de 512 par 512. Il y a tout un calcul, mais laisse tomber. J'ai retourné la doc dans tous les sens, mais jusqu'à 2 heures du mat, tu vois. Et donc, euh, il y a aussi ce côté effectivement très très passionné, mais il faut aussi se rendre compte que c'est des vies enfin des vies. Pardon. C'est des sacrifices dans le sens où c'est beaucoup de jours où t'as pas envie de toucher ton Mac parce que tu te dis: «Putain, je suis une merde, j'y arrive pas, je comprends pas», et puis par fierté, j'y retourne et puis là, ça marche parce que tu bloqué un truc, tu vois? Mais il faut vraiment avoir ce côté un peu teigneux et pas lâcher et vouloir toujours apprendre, et moi, je mets un point d'honneur à me former à ces choses-là parce que, rien que pour les design systems, ce genre de choses, c'est important. Mais encore une fois, pour ce que je disais, pouvoir itérer rapidement, faire rapidement, c'est, je pense, le nouveau mantra du développement. Sans parler de micro-SaaS, de tous ces modes, et cetera, ça m'intéresse même pas. Mais moi, j'ai toujours été de ceux qui voulaient vite mettre en ligne pour voir. Ouais, ah bah, à fond. Et c'est là aussi que tu viens en tirer une satisfaction. C'est le moment où tu peux te dire: «Ah mais attends, ça c'était bien, mais ça c'était claqué aussi. Mais même me J'aurais pu le faire planter, j'adore, complètement en fait. différent». En fait, même me planter, j'adore parce que je me dis exactement ça, tu vois? Putain, c'est débile ce que j'ai fait. Et en fait, du coup, et ben, après, je le refais beaucoup mieux. Mais j'ai aucune honte dans le sens où c'est quand même mon taf, donc je ferai jamais un truc qui sera d'une incohérence totale ou voilà, complètement biscornu. Il y a peu de chances, vu que ça fait quand même 15 ans que je fais du SaaS. Mais ça m'arrive de passer à côté de trucs évidents. Personne n'est parfait. Mais cela étant dit, effectivement, dès le moment où tu as cette satisfaction et ce recul créatif au final, parce qu'on est des éternels insatisfaits, donc pouvoir revenir sur ton travail tout le temps, c'est génial, parce que le print, moi, ça m'a toujours fait baliser dans le sens où, dès que tu as validé ton BAT, ton Chrome malin et que c'est parti chez l'imprimeur, voilà, C'est fini, c'est c'est fini, réglé. quoi. Alors qu'en web, que ça soit du Webflow, ce que tu veux, tu as oublié un truc, tu fixes, tu pushes. Personne n'y a vu que du feu. Ouais. Tu dis à ton client: «Vide ton cache», ouais, c'est: «Vous avez vidé votre cache? Non? Ah OK, hop, tu pushes». Petite confession, on l'a tous fait. Mais c'est Heu, réparé. c'est réparé. Ah mais ça Waouh. marche! Bah, c'est marrant, je vais revenir sur un truc que tu as dit il y a un petit moment maintenant, mais ça fait plusieurs semaines que je suis en train d'y réfléchir, ça me fait plaisir que tu le dises, c'est cet aspect de l'UX, en fait, pour toute une partie des produits de base, c'est quelque chose qui est relativement abordable, tu arrives rapidement à un truc très satisfaisant. Tu arrives très rapidement aux 80% des bonnes pratiques du X et c'est un bon flow consistant, fonctionnel. Et globalement, tu arrives très vite à toucher ce cap et ensuite tu vas être sur la petite optimisation de la finalité. Et donc en effet, le rôle du designer, il peut être d'aller chercher ces quelques pourcents d'amélioration pour avoir le flow vraiment parfait avec un maximum de gens qui arrivent au bout. Mais en fait, de toute façon, tu as un plafond de verre que tu n'atteindras jamais. Et c'est de là que l'itération créative, bah, avant c'était une grosse partie du travail, mais justement avec ces outils d'IA, c'est quand même plutôt en train de devenir une partie de plus en plus rapide.
Et du coup, on peut concentrer nos efforts sur la compréhension des autres métiers avec lesquels on va travailler. La tech, tu parlais tout à l'heure des notifications des mails, donc les CRM, les équipes marketing, etc. Et sur cet aspect de j'ai une vraie vision d'ensemble du produit, des flows, de ses complexités, et je deviens presque un peu une source de connaissances de comment va fonctionner le produit dans ses détails et dans sa structure. Et le rôle justement de ces dernières années du product designer, comme il s'est renommé après de multiples itérations, se rapproche de plus en plus des product managers, product owners. On a un peu à mon sens, de ce que j'en vois, je vois que t'es pas content, j'attends ta réaction avec plaisir, mais un déplacement des product owners vers des aspects très techniques, un mouvement des product designers qui justement essayent de sortir un peu de cette boîte de je fais des Figma et viennent un peu plus sur je structure un flow dans son ensemble. Qu'est-ce que toi t'en penses? Je suis ravi de voir ton désaccord avec ça. Oh, il y a tellement de choses à dire. Moi, j'ai ma vision qui est la mienne. Je précise que je travaille en freelance depuis très longtemps. D'accord, donc c'est forcément une vision qui est biaisée. Pour revenir au début de tes propos, oui, effectivement, moi je pense que si tu es un bon designer, en soi, n'importe quelle application, ça devrait faire tilt dans ta tête quand on te la raconte. Et j'ai fait du bâtiment, de l'influence, du médical. Et en fait, je vois tout en pattern. Alors peut-être que c'est ma façon de voir les choses et qu'elle m'est très particulière, mais je sais que il y a d'autres collègues pour qui c'est le cas. Je pense que toi, t'es un peu comme ça aussi. Mais j'irai rajouter la petite touche une fois effectivement que je sais que ça tient la route en termes applicatifs, Mmh. tu vois, et que j'ai pas laissé de trou dans la raquette. Ouais. Et ensuite, rajouter tout ce qui est la DA, le branding et compagnie, le copywriting, je suis complètement d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est que ça marche. Et donc, tu as parlé aussi de tout l'aspect optimisation. Et moi, c'est pas du tout mon truc. Si tu m'appelles pour aller augmenter la conversion de 3%, pardon, sur un formulaire, moi, ça me déprime. Moi, j'aime créer, j'aime faire des choses, tu vois. Et pas te dire, c'est juste que ton formulaire, il est trop long, enfin, ou c'est mal foutu, ou, et souvent, c'est tellement évident en plus. Ouais. Que bon, c'est pas, moi j'aime créer des choses et on est limite plus sur du CRO pour moi, de l'optimisation, tu vois, Mmh. des petits pas avec beaucoup de tests, ce qui est un autre métier et tout aussi intéressant justement, mais qui est moins mon truc parce que là Ouais. tu rentres vraiment trop dans le détail et ouais, Et t'es je trouve dans de la ça, finition. je trouve ça moins poétique. Euh, Concernant le marché UX, PM, UI, PO, je sais pas vraiment où ça va aller honnêtement. Ouais. T'écoutais Brian Chesky à la config qui te disait donc il y avait plus de PM chez Airbnb. C'est pas que je pense qu'on n'a pas besoin de PM, je pense qu'on a besoin de PM dans des plutôt grosses organisations. Mais on donne aussi beaucoup de crédit aujourd'hui aux PM parce que les product designers effectivement sont parfois pas au niveau ou se cantonnent à des rôles trop exécutants. Quoi qu'on dise, un bon PM PO pour moi il doit être tech parce que sinon si tu te fais pas euh, si tu te fais respecter par les devs, en fait, pour moi, c'est là où tu gagnes. Et en fait, un PMPO qui sert juste à faire le passe-plat entre le designer et le dev sans jamais comprendre les enjeux techniques de ce qu'il y a derrière, où on fait une réunion et les devs disent non, mais ça, c'est 15 jours et le PMPO, bah, il peut ni argumenter ni rien parce que de toute façon, il sait pas. Tu vois, c'est quoi le rôle? Donc, euh, c'est comme l'UX. Partout où je vais en soirée, où on me dit non, mais en vrai, les UX researchers dans notre boîte, on commence à les virer. On se rend compte que si tu sais pas te projeter dans l'app et tout, ça sert à rien. Connaître les utilisateurs, c'est bien, mais tiens, je déteste cette phrase, tu n'es pas le user, on est tous les users. Bien sûr que si. Enfin, on a tous des peines, des joies, je sais pas, je déteste cette phrase. On peut retirer les biais, mais à la limite, enfin, non, je sais pas. C'est un truc avec lequel j'ai du mal parce que j'ai l'impression que tu te coupes de l'universalité de l'être humain, de ce qui fait qu'on va réagir de la même façon. Et quand on me dit il faut créer des super expériences, que nanana, quand t'es à moins 400 balles, que t'as pas de thunes, que tu dois élever tes enfants, avoir une bonne expérience sur ton appli bancaire, enfin, ou que t'es tu vois, un bon onboarding, on s'en fout. T'es juste dans un état psychologique de stress. Si on Et c'est résout ton pas, problème, tu vas avoir une bonne expérience. voilà. Si on le résout Donc, pas, donc j'ai du mal avec tout cet aspect de l'UX en fait, qui se scientifise alors que les élèves sortent d'école de multimédia, tu vois, et qu'au bout d'un moment, c'est un peu comme quand tu vas acheter des crèmes chez Kiehl's et que les vendeurs ont des blouses blanches, ça en fait pas des médecins ni des pharmaciens. Donc, avec tout le respect que j'ai pour les vendeurs, bien sûr, mais j'aime pas ce travestissement du design. Même si je pense que de plus en plus de voix s'élèvent et ça me fait plaisir, je pense qu'on voit la fin de cette époque
parce que je pense foncièrement que l'UX, c'est tirer une balle dans le pied en n'ayant jamais réussi vraiment à prouver sa valeur intrinsèque en entreprise, et que beaucoup de boîtes, si elles n'arrivent pas à se transformer, vont galérer, mais qu'effectivement l'avenir est plus à ces profils. Peut-être qu'on reviendra un peu au touche-à-tout, au mouton à 5 pattes, hein, mais ouais, comme tu dis, qui savent gérer aussi la communication. Tu veux faire une newsletter, mais ça part quoi? Sur Mailchimp, sur Sendinblue, tu l'enregistres où? Dans un Notion, tu mets un mail de confirmation. Enfin, oui, comme on disait, rien n'est simple et tout pose question, tu vois? Et donc je sais pas, hein, j'ai pas une boule de cristal et il faut du boulot pour tout le monde. Encore une fois, ce que je dis sera moins vrai pour des très grosses boîtes dans lesquelles, oui, tu as de la hiérarchie, tu as besoin d'avoir des garde-fous et c'est normal. Mais bon, moi qui travaille surtout sur des MVP, des choses comme ça, et puis qui aime bien ces choses-là, ou design system, je comprends pas comment est-ce que tu peux pas évoluer dans ces métiers aujourd'hui en comprenant pas ces concepts un petit peu avancés parfois, ou en n'ayant pas envie d'embrasser les tendances et de comprendre tout ce qu'il y a derrière, quoi. Bah, en effet, ça fait partie, on retombe un peu toujours sur nos pattes, hein, j'ai l'impression d'année en année avec On reste les cohérent, ça va, évolutions. on change pas. On reste cohérent, et je pense cette, envie peut-être un peu aussi du mouton à 5 pattes, on l'a un peu tous les 2 et c'est Oui. vrai que alors, le mouvement semble retirer un peu dans cette direction, on verra bien ce qui se passe, mais c'est vrai que moi j'aurais envie de conclure ce podcast en invitant encore une fois à la curiosité, à la Oui, découverte. apprenez plein de choses et puis donnez-nous votre avis, hein. Moi, je suis pas du tout négatif en plus, parce que je vois tellement de gens qui ont envie d'apprendre, etc. Mais bon, apprendre, c'est compliqué et comme on l'a dit, c'est douloureux. Mais bon, c'est ça qui fait les créas aussi, c'est cet aspect d'y retourner, de retourner à la guerre et de te dire je vais y arriver, parce que on a quand même un peu d'ego. Euh, donc voilà, bon courage à tous, formez-vous, apprenez des choses, cherchez à comprendre comment c'est fait, et puis faites des choses, même si ça donne rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, personne ne vous voit, personne ne le saura, et vous aurez appris des choses, quoi. C'est du plaisir, c'est de la Mm. découverte et c'est de l'évolution. Exactement. Il n'y a rien de pire que de faire du surplace. Merci beaucoup Romain. Merci à toi. Parlons design. Parlons design. Parlons design.